Gary, merci de m'accueillir dans ce bel endroit. Tu vas nous dire où on est. Je suis ravi de t'avoir. Tu sais, on a aujourd'hui un mode d'interview de leader inspirant. On s'est rencontrés, nous, il y a un peu plus d'un an. On a eu la chance de collaborer ensemble. Et immédiatement, j'ai senti qu'il y avait des choses super intéressantes dans ta façon d'agir et dans ta notion d'entrepreneuriat. Et tu m'as gentiment accordé cette interview. Donc, je suis ravi de pouvoir le partager à ceux qui pourront nous suivre. Et on va commencer tout simplement par te laisser te présenter. Voilà, Ok, merci déjà de m'avoir contacté. avec plaisir. C'est tout nouveau pour moi, comme je te l'ai expliqué. C'est une première. Je m'appelle Gary Edouard, du coup, j'ai 32 ans. Je suis issu d'une famille de commerçants depuis 4 générations. Donc, mon arrière-grand-père a ouvert sa première épicerie en 1961. Et aujourd'hui, nous nous trouvons du coup à Alissas, donc, qui est notre fief en famille, avec le petit village de Chaumérac. Donc, j'exploite aujourd'hui 3 grandes surfaces que je gère avec mes parents, mon frère et ma sœur. Ok, c'est combien de personnes au total en termes d'activité? On est un peu plus de 320 personnes, donc réparties voilà, sur 3 grandes surfaces principalement et un restaurant. Ok. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Du coup, tu viens de me dire là, ça fait. Donc moi j'ai 32 ans Ouais. et je suis rentré dans l'entreprise familiale en 2017 suite au rachat de notre deuxième magasin sur Romans-sur-Isère. Donc j'avais 24 ans à l'époque. Je sortais juste des études. Ok. Je suis toujours fasciné par ces entreprises familiales parce que je trouve que c'est une force incroyable et en même temps c'est jamais facile de travailler en famille. J'ai pu le voir brièvement à chaque fois que j'ai croisé des membres de ta famille. Ça a l'air d'être une relation extrêmement riche et de confiance. Euh, Tu peux la décrire? Comment ça s'est passé cette transition d'arriver, de prendre un peu la place du père parfois? Comment ça se passe tout ça? Bah justement non. Justement, je pense que ce qui se passe bien dans notre entreprise, dans notre famille, par rapport à beaucoup d'entreprises familiales que je peux voir, c'est que justement, chaque personne a sa propre place et personne n'essaie de prendre la place de l'autre. Mes parents ont été dès 2017 super bienveillants dans mon arrivée à l'entreprise. Ils m'ont laissé agir, avoir mes propres mouvements. Euh, pour mettre en contexte, on a repris un magasin qui était très compliqué, qui perdait beaucoup d'argent, qui était à la vente sur Romans-sur-Isère depuis 4 ans, que personne ne voulait, qui était surstaffé. Et du coup, j'ai commencé ma carrière à 24 ans, en sortant des études, sur un outil qui était tout à reconstruire. Euh, quelques semaines après la fin de mes études, mon père m'appelle, me dit ça y est, on peut le reprendre à partir du 1er janvier. Et ils me reçoivent avec mes parents, ils me disent tu seras le directeur général. 24 ans, tu sors de tes études. À l'époque, 150 personnes à gérer, très compliqué, plus le restaurant, Flunch. Et j'ai appris à ses côtés, du coup, il était mon patron. Et pour revenir à ce que tu disais, je l'ai compris très vite. C'était mon papa à la maison, mais c'était mon patron au magasin. Je ne l'ai jamais challengé, j'ai jamais remis en question. Et malgré toute la refonte du magasin, les travaux entrepris, j'ai toujours respecté ce cadre. Souvent, quand ça se passe pas bien, c'est la faute des parents qui n'ont pas instauré un cadre, mais aussi des enfants qui, des fois, pensent au dépassement de fonction. Je pense qu'il a fallu prouver pour gagner la crédibilité de ma famille. Et mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est exactement ce qu'ils font, chacun dans leur domaine. Qu'est-ce que ça t'apporte à 24 ans de te retrouver directeur général d'une structure de 150 personnes et qu'est-ce que ça t'apporte? C'est intéressant, tu dis il y a le patron d'un côté et puis il y a le papa. Qu'est-ce qui t'a apporté ce patron pour cette prise de poste? Nous, on rencontre beaucoup de managers ou de dirigeants qui se retrouvent dans des fonctions et qui sont parfois dépassés par la fonction parce que on a l'impression qu'on a un rôle à jouer. Voilà. Qu'est-ce qui t'a apporté en fait de plus? De la confiance, très franchement, de la confiance. Avec du recul, souvent, les parents disent oui, avec ton frère et ta soeur, vous êtes dignes de confiance, mais il fallait la laisser au bout d'un moment. Euh, J'avais plein d'incertitudes, j'avais appris le management à l'école, mais entre l'apprendre dans des livres et le pratiquer, c'est différent. On n'a pas souvent l'occasion de s'exprimer d'un point de vue managérial car on est en alternance, quand on fait des stages. Donc c'était ma première vraie mission, mon premier vrai job. Et ça a été beaucoup de confiance. Donc mon père a été très clair, il a dit je m'occupe des travaux parce qu'on a refondu complètement ce magasin. Donc 5000 mètres carrés pendant 8 mois, c'était jour et nuit. J'ai des anecdotes, je dormais avec mon père où on mangeait sur le pouce en pleine nuit, on dormait sur des bains de soleil dans la nuit dans la galerie du magasin pour surveiller les travaux, on faisait des siestes d'1 heure. C'est magnifique. Je ne sais pas si je le referai aujourd'hui, mais c'est impensable quand on y réfléchit. Et ça m'a apporté beaucoup de confiance parce que mon père m'a dit tu t'occupes du commerce et je m'occupe des travaux. Donc c'était le deal qu'on a eu d'entrée. Ok. Cette confiance, aujourd'hui, tu as l'impression que tu as eu un modèle que tu retranscris maintenant à tes équipes? Oui, carrément, Ouais. bien sûr, c'est l'importance du cadre.
Je trouve que c'est très important. Quand on recrute des profils tout le temps, j'aime bien délimiter un cadre bien spécifique. Je trouve que ça permet, ça facilite en tout cas la prise de poste, ça facilite ce que tout se passe bien. Le cadre, il est professionnel, mais il est aussi dans les échanges qu'on va avoir avec les gens. Et je m'inspire beaucoup de ce que justement mes parents ont fait avec moi pour fonctionner de la même manière en entreprise. Quand tu parles de cadre, c'est l'élément prioritaire pour pouvoir avoir la confiance. Exactement. Il y a mes limites, les limites que je me fixe. Moi, j'ai des limites sur l'implication. Et l'implication, c'est pas du tout une implication en termes d'heures, nombre d'heures. Depuis que j'ai repris les entreprises, je me bagarre et c'était nouveau. Hein. Après 2-3 générations dans la grande distribution, c'était nouveau de dire aux gens si vous travaillez trop, c'est que vous n'êtes pas efficace. Ça, c'est quelque chose que j'ai emmené du coup. Et je pars du principe qu'un manager qui est trop là, qui est trop sur place, c'est qu'il est souvent pas organisé. Et souvent, on fait le lien facile entre implication et productivité, mais c'est implication en termes d'heures et productivité. Je ne pense pas que c'est un lien qu'on doit faire trop facilement. Bon, bah ça, moi j'adore parce que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve souvent dans les entreprises. C'est-à-dire il faut être présent, il faut être là. Et en fait, à un moment donné, c'est un problème d'organisation souvent et un problème de gestion du temps. Oui, mais c'est facile de penser qu'efficacité et productivité, c'est lié, mais c'est pas toujours le cas. C'est un raccourci facile, effectivement. Tu nous as déjà donné une anecdote, mais comme on est un peu gourmand, est-ce que tu en aurais une autre dans ta carrière qui t'a marqué un point important Alors, moi, ce qui m'a le plus marqué et que j'espère ne jamais revivre, c'est que j'ai commencé ma carrière à 24 ans et je suis passé par 58 départs sur les 2 premières années. C'était une société qui était très staffée, elle était montée jusqu'à 180 personnes pour faire un certain chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, on est à 125 pour faire 35% de chiffre d'affaires en plus. Donc il a fallu faire un écrémage, pas parce qu'on n'aimait pas les gens. Les profils que j'ai reçus pendant ces 2 premières années, je les connaissais pas. Simplement, je savais qu'on n'en avait pas besoin. Donc le discours était simple, c'était on vous laisse la main pour trouver un autre job, que ça prenne 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça ne changera pas le compte d'exploitation de l'entreprise. Par contre, à terme, ce poste va disparaître. Donc il y a eu des propositions de reclassement, mais on peut pas, quand on supprime 58 postes, on ne peut pas reclasser automatiquement tout le monde. Et la petite anecdote très marrante, c'est que mon père a fait les 2 premiers avec moi, et le 3e, il m'a dit, bon, maintenant, tu gères. Et alors, comment s'est passé ce premier entretien là? Eh ben, c'est très compliqué, hein. Très compliqué. J'ai eu des discussions très franches, très portées sur l'humain aussi. De recevoir quelqu'un, on arrive à 24 ans. J'avais moins cette image du fils d'eux, parce que personne ne nous connaissait là-bas. Moi, j'ai grandi en Ardèche, de l'autre côté du Rhône, et on arrivait juste sur cette ville. Donc personne n'avait cette image de c'est le fils d'eux, ils se voient arriver. Mais j'étais quand même jeune, à 24 ans, de recevoir des gens qui travaillent depuis 15-20 ans, qui ont des enfants, et de leur dire votre poste va disparaître. C'est quelque chose que je n'ai jamais refait depuis et que j'espère ne jamais refaire. On peut se séparer de profil parce qu'à un instant T, on a une façon, une manière d'imaginer le travail qui est différente, mais de le faire pour raison économique, c'est pas agréable. Ouais, j'imagine. Tu parles souvent de ton âge et c'est normal, 24 ans c'est jeune hein, pour prendre ce type de mission et que ton père te laisse cette charge, c'est un beau cadeau de confiance comme tu le disais. Ça a souvent été un handicap ou une force cet âge ou un non-événement pour toi en fait? Un non-événement. Ouais. Un non-événement, avec du recul, on est obligé de travailler sur la posture, sur la manière de s'habiller, tout ça. Et je me trouve beaucoup plus vieux quand je vois mes photos de moi il y a 8-9 ans que quand je vois des photos de moi aujourd'hui. Parce qu'on travaille sur la posture. Les années d'expérience, le poids de l'expérience qu'on n'a pas forcément, on essaie de se l'approprier à travers une rigueur, un côté un peu plus strict. Et aujourd'hui, j'arrive, et ça je suis content dans mon management, je suis le même dans l'entreprise qu'en dehors de l'entreprise. Aujourd'hui, j'arrive à faire du disciplinaire comme je te parle aujourd'hui, sans lever la voix. Je ne levais pas la voix en 2017, mais c'était plus dans la posture. Et aujourd'hui, c'est moins une question de posture, plus une question de feeling et d'être moi-même. Ça veut dire qu'à un moment donné, le fait de t'habiller un peu comme un patron, on va dire. Oui, en chemise, avec la veste de costume, c'est vrai. Un peu classique, ça te permettait de rentrer dans le rôle plus facilement. En tout cas, moi, ça m'a permis. Ouais. On dit souvent, on peut te reprocher de venir en t-shirt, on ne te reprochera jamais de venir en chemise et en veste de costume. Et en tout cas, je voulais me blinder de ce côté-là. On ne pouvait pas me reprocher sur la posture et je me sentais peut-être aussi crédible.
Alors aujourd'hui, bah, tu es comme tu es dans la vie. Et je suis tatoué. Comment? Et je suis tatoué en Et tu es plus. tatoué. Qu'est-ce qui fait que tu te sens de plus en plus authentique en fait? Comment tu... Je pense que ma femme y est pour beaucoup aussi. Ouais, Ma femme, elle est américaine. Donc ça fait aujourd'hui, au jour où on enregistre, ça fait 6 ans qu'on est mariés. Et ça fait 10 ans bravo. que. Merci. Ça fait 10 ans qu'on s'est rencontrés. Et elle a vraiment ce côté aussi un peu cool, un peu bohème, qui me plaît bien. Et j'aime pas ces jeux de rôle de manière générale. Elle m'a fait travailler aussi sur ça. Elle m'a jamais dit que c'était pas bien ou pas bien, mais voilà, je me suis toujours dit qu'un jour j'aurais des tatouages, mais est-ce que je peux avec le boulot, Et puis là, on revient à la confiance des parents, le fait d'être soi-même en fait. Moi je suis bien aujourd'hui comme je suis équilibré dans tous les aspects de ma vie et je pense que ça se ressent au boulot. Et alors, j'insiste un peu là-dessus parce que c'est important. On prône forcément beaucoup l'authenticité. Je pense qu'on n'est jamais meilleur que quand on est soi-même. Euh, Plus tu es toi, est-ce que ça te rend un meilleur dirigeant? Est-ce que ça te rend plus efficace? Est-ce que tu le ressens complètement, en plus Je du sais pas bien-être dont si, tu parles? ouais, je sais pas si ça me rend meilleur, mais en tout cas ça me rend épanoui, ça c'est clair. Ok. Et je pense que les équipes le ressentent. Il y a quelque chose qu'on m'a jamais reproché et que je pense qu'on me reprochera jamais, c'est que je suis d'humeur égale. Tous les jours, je suis le même, du matin au soir, on m'appelle dans la nuit, il y a un problème. Je suis d'humeur hyper égale. J'ai une manière de gérer mes émotions qui m'est propre à moi-même, mais qui fait que jamais je retranscris de l'énervement, de la fatigue ou de l'agacement. Et je pense que le fait d'être moi-même, d'avoir construit ce schéma qui m'est propre mais qui me correspond, fait que pour les équipes autour de moi, les prestataires, les fournisseurs ou ma famille aussi, c'est agréable parce que c'est pas une question d'avoir tort ou raison, c'est une question d'être voilà, d'humeur égale. Je trouve que c'est important. Ok, super. On parle souvent de mentors. Enfin, certains, en tout cas, ont des mentors. Ça peut être des dirigeants, des artistes, des sportifs, des membres de la famille. Est-ce qu'il y en a un, toi, qui t'a vraiment guidé, qui t'inspire et qui, au quotidien, te pousse à t'améliorer? De manière générale, je me considère vraiment comme une éponge. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant, je m'étais dit pendant 5 ans, je vais me faire un plan, parce que je savais ce que je voulais faire, que je voulais intégrer l'entreprise familiale. Je vais me faire un plan et je vais travailler chez un industriel, dans un magasin plus gros que le magasin familial, dans un magasin plus petit, dans une autre enseigne, pour voir différentes manières de faire. Et je me suis cantonné à ce projet, à ce schéma que j'ai mis en place assez tôt. Et j'ai rencontré différents managers, différentes personnalités, chefs d'entreprise. Et souvent, j'ai été inspiré par des bribes dans chacun d'entre eux. Et au final, j'en reviens à la même chose. La personne la plus inspirante que j'ai pu rencontrer, avec qui je travaille, c'est mon père. Pour une notion qui est très simple, c'est son équilibre. L'équilibre qu'il a développé au fur et à mesure des années entre la vie privée et la vie professionnelle. Il était tout seul, j'ai la chance d'avoir mon frère et ma sœur avec moi, et je dis vraiment la chance parce que c'est chacun à son rôle, et quel plaisir de venir travailler, d'échanger en famille. Ça nous fait une occasion de nous voir aussi, bien sûr, et quand ça se passe bien, c'est vraiment une chance. Lui, il n'avait pas cette chance, il était fils unique, donc il est rentré dans l'entreprise avec mes grands-parents. Il a dû faire ses preuves, je pense d'une manière un peu plus à la dure même que j'ai dû faire mes preuves avec lui. Mais c'est un vrai professionnel, comme je pense professionnel de la grande distribution, comme je pense je ne serai jamais d'un point de vue technique, parce qu'il a écumé pendant plus d'une vingtaine d'années ce rôle de directeur. Il n'avait pas de directeur pendant longtemps, il était directeur et chef d'entreprise. Et il connaît tous les ratios, il sait piloter des comptes d'exploitation et il est toujours de bons conseils. Aujourd'hui, on a plein d'idées avec mon frère et ma sœur pour développer l'entreprise familiale. On a commencé en France, à l'étranger, on fait plein de choses. Et il est toujours soutien, toujours support. Et je trouve que en tout cas, c'est ce que j'ai envie de devenir pour mes enfants, pour mon entourage. Et aujourd'hui, il y a 0 projet financier qui me ferait quitter mon équilibre. Je valorise le bien-être et mon équilibre plus que tout. Super, c'est très, très inspirant et j'ai eu l'occasion de le rencontrer et on sent une forme de sérénité quand on lui parle. Je lui ai parlé Oui, quand même très peu de temps oui, oui, c'est vrai. et j'ai ressenti voilà, cette énergie qu'il a. Bon Gary, c'est quoi tes habitudes pour être comme ça aussi bien dans ta peau? Est-ce que tu as des petites recettes gagnantes, des méthodes, je sais pas, des petits tips que tu as mis en place et qui font que tu es Oui, il y en devenu a cette plein. personne? Il y en a plein. Il y en a plein. Alors, j'écoutais un de tes interviews précédents et il y a quelqu'un qui disait j'aime pas la routine. Et moi, j'adore ça. J'aime pas la routine au boulot. Je pourrais pas travailler de 9h à 17h. Je ne pourrais pas, mais j'ai des routines quand même que je tiens depuis quelques années. Ça fait plus de 7 ans que je m'entraîne 3 fois par semaine
à midi, donc les lundis, les mercredis, les samedis. Et si je ne peux pas ou si mon coach ne peut pas, on trouve un autre créneau, mais c'est tout le temps 3 fois par semaine. C'est à midi, pourquoi ? Parce que dans mes routines, j'ai la routine de voir mes enfants tous les matins quand ils se lèvent et de les réveiller et d'être avec eux tous les soirs. Et j'ai eu fait du sport collectif pendant plus de 20 ans, du foot notamment. Et ce côté d'aller s'entraîner le soir, c'était plus compatible avec la vie de famille de partir jouer le dimanche ou le samedi. Donc aujourd'hui, moi, dans ma routine, ce qui est hyper important, c'est de prendre soin de mon corps. Parce que quand on prend soin de son corps, je suis persuadé qu'on est plus équilibré. Et de prendre soin de ma femme, mes enfants, de les voir tous les matins, de les voir tous les soirs. Ça fait partie de mon top routine qui fait que je suis bien aujourd'hui. Le sport, ça t'apporte quoi aujourd'hui, toi, en tant que dirigeant ? Eh ben, le sport, c'est un échappatoire. C'est trop facile aujourd'hui de s'abandonner. Je le vois beaucoup trop souvent, au détriment d'une boîte. Un chef d'entreprise, il y a pas un jour où on n'a pas une coquille, il n'y a pas un jour où on n'a pas un souci. Et c'est aussi un échappatoire. Donc, pour moi, c'est nécessaire. J'en ai besoin. Ça fait partie de mon équilibre de vie. Et plus que ça, j'ai découvert un nouveau sport que le kickboxing il y a 6 ans. Et j'adore partir de zéro. Ça te faisait rire tout à l'heure, j'ai accepté cet entretien parce que j'ai jamais été filmé je ne sais pas comment ça fonctionne, mais j'aime bien me retrouver dans une situation d'inconfort. C'est nouveau pour moi, donc allez, c'est marrant, j'y vais. Et je me suis dit, quand j'ai commencé la boxe, un jour je ferai des compétitions de boxe. Quand on commence à 25-26 ans, on combat souvent contre des profils qui ont appris depuis tout petit, donc on part avec moins de compétences techniques. Mais j'ai pas la prétention de toujours gagner. En tout cas, j'ai la prétention que j'y suis allé. Et je peux au moins mettre ça en avant que j'y suis allé. Et j'aime bien ce côté remise en question permanente. Du coup, voilà. Alors nous, la zone d'inconfort, c'est la zone de progression, hein, parce qu'en fait, on sort, on va chercher des nouvelles compétences. Donc c'est quelque chose qui te plaît, qui te challenge. Oui. Dans ton entreprise, comment ça se traduit du coup cette zone d'inconfort ? Alors, dans l'entreprise au global, que ce soit dans une grande surface, on n'a pas des mouvements toutes les semaines qui nous permettent de pouvoir piloter et changer le braquet complètement à 360. Et heureusement sans doute. Voilà, heureusement sans doute, pour le confort des clients. Juste avant qu'on se voit aujourd'hui, justement, je travaillais avec mon directeur sur le magasin d'Alissas et mes équipes sur des projets de réimplantation, mais ça fait 2-3 réimplantations de rayons qu'on fait en 5 ans. Au bout du bout, c'est le client qu'on prend en otage, donc on essaie de le préserver, ça aussi. Il y a ce que le marché attend de nous, mais c'est surtout ce que nos clients au quotidien vivent, et de changer sans arrêt les produits de place. On ne le fait pas par plaisir, on le fait parce que les marchés évoluent, mais c'est nécessaire. Moi, j'aime bien ce côté d'inconfort. Il transpire le plus dans ma vie d'entrepreneur à travers des nouvelles expériences. Je parlais d'immobilier à l'étranger, dans d'autres continents, des prises de risques sur des nouveaux marchés, des investissements qui ne nécessitent pas nécessairement notre implication physique au quotidien, mais qui, d'un point de vue culturel, nous enrichissent énormément. Ça nourrit quoi chez toi du coup ? La curiosité, ouais. ça nourrit de la curiosité. J'adore réapprendre. Je suis beaucoup inspiré par Richard Branson qui a créé le groupe énorme que tout le monde connaît, Virgin. Et j'adore ce qu'il disait. J'avais lu son livre quand j'étais étudiant, c'est qu'à chaque fois qu'il a créé une boîte, il était vierge de toute connaissance. Et ça faisait rire. Donc Virgin, à chaque fois, c'est ce qui a donné le nom à toutes ces sociétés. Et alors, j'ai entendu que ton papa était un bon conseil à un moment donné, et tes frères et sœurs sur l'échange d'expérience. Mais comment vous faites quand vous arrivez sur un marché vierge ? Eh bien, au début, c'était pas simple. Si on remet en contexte, avec mes grands-parents et mes parents, qui ont toujours exploité un magasin en Ardèche, sans sortir trop justement de leur ligne de confort, leur zone de confort, ça a été un peu compliqué. Il a fallu prouver. Et les premiers investissements, les premières fois, quand on prouve que ça marche, qu'on y arrive tous ensemble et qu'en plus on y prend du plaisir, c'est là où on se régale. Aujourd'hui, notre papa joue le rôle de VRP, qui lui prend beaucoup moins de temps que la gestion de magasin. Et c'est génial, on a un projet, tiens, est-ce que tu veux aller rencontrer cette personne pour négocier, pour une acquisition, ou au moins pour se faire connaître ? Est-ce que tu veux faire ci ? Est-ce que tu veux aller voir la banque ? Il fait ce qu'il aime, du plaisir. Il fait, pour nous, c'est hyper utile parce qu'on utilise son expérience et son savoir-faire, et ça nous libère du temps aussi. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on arrive à trouver du plaisir en famille, c'est par des nouvelles expériences. Super, merci pour ces partages. Nous, on est très attirés par la relation entre le sportif de haut niveau et puis l'entrepreneur. Alors tu as dit, et ça se voit que tu fais du sport, tu es parfaitement en forme physiquement,
C'est quoi ta relation avec la préparation mentale? T'en penses quoi toi aujourd'hui? Alors en plus, tu as une jeune femme américaine. Oui. Je pense qu'ils sont sur un état d'esprit qui est complètement différent de l'état français. Voilà. Quel est ton partage là-dessus? Hyper intéressant. Moi, ça fait partie pour moi des critères pour être un bon chef d'entreprise. C'est propre à chacun. Bien Et sûr. moi, en tout cas, il y a un critère qui est hyper important, qui sort tout le temps dans mon top 3, c'est la gestion des émotions. Et d'un point de vue mental, je pense que la gestion des émotions est hyper intéressante. Alors je l'ai encore plus déployé justement avec un sport comme la boxe. On peut s'entraîner pendant 10 ans, 3, 4, 6 fois par semaine. On peut faire tous les mouvements qu'on veut dans un sac sans pression. C'est comme un tireur de pénalty au foot ou un tireur de pénalité au rugby. Il la passera 100 fois sur 100 à l'entraînement. Le jour du match, le jour de l'événement, il faut être à la hauteur, il faut assurer. Et aujourd'hui, voilà, moi je travaille beaucoup sur ça, sur cette gestion des émotions constante de manière générale. Je parlais d'humeur égale tout à l'heure, mais pour performer en entreprise, à mon avis, il faut quand même arriver à être constant, à rassurer les équipes. Pour emmener les équipes avec nous, il faut pouvoir donner du sens, mais surtout arriver à les rassurer. Et je pense qu'au quotidien, c'est quand même bien d'avoir des chefs d'entreprise. On sait qu'on peut venir se confier, on sait qu'on peut venir échanger avec eux. Et comment tu l'as. Tu as une petite astuce, comment tu la gères cette gestion des émotions? Alors, tu as le sport 3 fois par semaine qui Oui. va t'évacuer, tu as ton socle familial qui est Oui. très présent. Est-ce que tu as d'autres habitudes, d'autres méthodes? Je ne sais pas, je pense qu'il y a aussi un côté de personnalité. J'ai une personnalité qui fait que je ne ressens pas le stress de manière générale. Ça tombe bien, c'est ma question d'après. Oui, mais non, mais c'est vrai. C'est pas que je le ressens pas, c'est que je l'appréhende plutôt facilement. D'accord. Je suis j'ai des amis qui en rigolent. Ils me disent que c'était un peu comme une IA. C'est robotique. Mais dans ma tête, il y a un événement qui soit contraire ou pas, qui se présente. Souvent, ça se résume en est-ce que je peux y faire quelque chose? Oui ou non? Si je peux y faire quelque chose, oui, j'agis. Si je peux rien y faire, non, on passe à autre chose. Et je suis très comme ça au quotidien. Et je me mets vite en mode, voilà, une nouvelle terrible, un manager qui pilote un gros centre de profit dans un magasin qui va partir. À l'instant T, ça ne fait pas plaisir. On réfléchit à la marge qu'on peut perdre, tout ça. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose, oui ou non? En enquille direct, mais enquiller direct, ça prend pas 2 semaines, quoi. Pour moi, ça prend vraiment 10 minutes. Quand peut-être pour d'autres, ça pourrait prendre plus de temps. C'est quelque chose que tu as toujours eu ou c'est quelque chose que tu as développé, ça? Je ne sais pas si j'ai toujours eu, parce que je n'ai pas eu l'occasion quand j'étais étudiant d'y être soumis. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est en moi. J'ai toujours été passionné par les livres de psychologie, de management, des choses comme ça. Il y a un livre que j'aime beaucoup, les 7 habitudes des gens qui réussissent, de Stephen Covey, je crois. C'est ça. Et c'est un livre que j'aime beaucoup. Et dans ces 7 habitudes, il y a beaucoup de choses, en fait, quand je le lis, alors je ne sais pas dans quel sens, où je m'en suis beaucoup inspiré, c'est possible aussi, où il y a des choses que je fais, du coup, c'est peut-être aussi intrinsèque, mais j'aime beaucoup ce livre parce que je pense qu'il apporte beaucoup à un entrepreneur. Ce que tu me dis, c'est drôle parce que pas plus tard que la semaine dernière, on était sur un atelier de gestion des émotions et on évoquait aux équipes qui participaient que 5 minutes de colère, c'était en moyenne 5 heures d'impact derrière sur la personne. Oui, je ne suis 5 pas minutes, surpris. 5 heures. Ouais. Et on avait une personne dans cet atelier qui avait posé un ultimatum à sa colère, c'était drôle. Elle a dit de toute façon, je suis en colère jusqu'à 16h20 à l'heure à laquelle je vais appeler mon collaborateur. Donc c'était drôle, elle a posé des limites de sa colère. Et c'est intéressant parce que moi je dis souvent le problème existe quand il persiste. Et parce que souvent, dans la gestion des émotions, on est responsable de l'émotion qu'on a, parce qu'on l'alimente en fait au quotidien et on peut la faire vivre. Et toi, tu as cette capacité de dire à un moment donné, je peux ou pas agir, et si je peux pas agir, Oui, ça sert à rien. ça me coule dessus, entre guillemets, et je fais autre chose, quoi. Incroyable. Bien sûr. On passe tous beaucoup aussi de temps au travail. Ça, j'en ai eu conscience très tôt, je pense. On passe beaucoup de temps au travail. Et l'éducation que j'ai eue à travers mes grands-parents, mes parents, on parle beaucoup aussi, ça va beaucoup de boulot à la maison automatiquement. Mais du coup, quand on passe beaucoup de temps au travail, on n'a pas envie de pourrir la vie des gens, quoi. Autant que tout se passe bien. On est hyper dispo pour nos équipes et ils nous le rendent bien. Donc on avait été élu Great Place to Work sur Romand il y a 2 ans. On l'a été cette année sur Alissas pour la première année où on présentait. Ce n'est qu'un label, mais malgré tout, c'est un label anonyme qui permet aux équipes de donner leur avis sur l'entreprise dans laquelle ils bossent. Et finalement, on ne le communiquera pas beaucoup, ce Great Place to Work, un peu sur nos réseaux sociaux, tout ça. Mais intérieurement, savoir que nos équipes, nos collaborateurs sont bien dans l'entreprise dans laquelle ils bossent, et sachant qu'ils bossent pour nous, ça fait vachement plaisir.
Stop, stop. Je reviens sur un sujet, parce que tu fais du sport, tu parles de pénalité. On voit la différence entre des champions et des grands champions, celui qui va rater la pénalité, qui va repartir à zéro tout de suite après et qui ne va pas se laisser bouffer Bien sûr. par ses émotions quand il a raté une action, une balle ou autre. Et ça, c'est intéressant. On parle souvent de la solitude du dirigeant. Comment tu la vis, toi? Alors, est-ce qu'avec votre structure et votre organisation familiale, elle est moins présente, mais est-ce que de temps en temps, tu retrouves, voilà, avant d'avoir un entretien, malgré tout, voilà, comment ça se passe de ce côté-là pour Alors toi? c'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti. Ok. C'est aujourd'hui en toute transparence. Ouais. Je n'ai jamais ressenti. On y revient toujours, le fait de travailler en famille. Il n'y a pas un jour, et je sais que mon frère sur le magasin dans le Vaucluse de courtaison fait la même chose, il n'y a pas un jour où on n'appelle pas nos parents, et principalement mon père. Mhm. Et cette solitude, du coup, on l'évacue directement. C'est-à-dire qu'on se pose une question, mais des fois ça peut être futile, hein, où mon frère m'appelle, je l'appelle, on appelle mon frère, mon père. Et on a cette chance aussi chez U d'avoir un énorme réseau enfin, on est une coopérative. Donc aujourd'hui, le groupement appartient aux associés de cette coopérative, les patrons de magasins. On se voit une fois par mois, tous les premiers jeudis du mois, pour échanger sur les dossiers, les sujets. On parle commerce toute la journée, mais à midi, à l'heure du déjeuner, chacun échange sur ses problématiques. Et ça permet d'avoir une soupape de décompression où tout le monde évacue constamment. Et maintenant, avec les groupes WhatsApp, c'est encore plus facile. Mais très franchement, je n'ai jamais ressenti moi la solitude du dirigeant, justement parce que j'ai aucun problème à appeler, que ce soit ma famille ou des collègues qui font le même job, pour crever les abcès tout de suite. Mm. C'est- C'est important ce que tu dis, c'est que tu ne l'as pas ressenti parce que tu as une structure autour de toi, mais aussi tu as cette capacité à pouvoir rapidement échanger sur les sujets. J'ai besoin Empathiser. d'évacuer. J'ai besoin d'évacuer, je m'isole jamais. Un souci, j'ai une règle que je m'impose, c'est que dès que je rentre dans la voiture le soir, je suis 100% focus pour ce qui m'attend à la maison. Et pour moi, c'est hyper important. Ça fait partie de mes lignes rouges aussi. Mais du coup, je ne peux pas partir, je pars jamais à la même heure au boulot. Je suis quelqu'un d'hyper ponctuel, je suis tout le temps ponctuel pour tout. Je trouve que c'est un état d'esprit, mais c'est aussi une question d'éducation. Et sauf à la maison. Ma femme, et ça va qu'elle est bien faite, qu'elle le comprend, elle me dit t'excuses jamais d'être en retard parce que tu travailles. Ça m'avait marqué quand elle m'avait dit ça, mais voilà, je lui dis je serai à 17h à la maison, ça n'arrive jamais. Si je lui dis 19h, ça n'arrive jamais. Voilà, j'ai toujours, je pars quand j'ai fini pour être sûr que je serai tranquille à la maison. Et si ça implique de passer un coup de fil à des collègues ou de demander un conseil, je le fais sans arrêt, constamment. Tu vides la corbeille avant d'arriver, quoi, pour être tranquille. Toujours, oui. Moi, je rentre chez moi, j'ai 0 mail en attente, c'est important pour moi. Ok, Et le jour d'après, on repart fresh. super. On a parlé, mais tu en as déjà parlé, de la relation entre la vie privée et la vie professionnelle. Toi, tu arrives clairement à faire le cadre, visiblement, Oui. à faire la différence, et tu alimentes même ça dans tes routines pour pouvoir être Oui. à 100%. Au début, je me l'imposais, Mhm. et aujourd'hui, j'en ai besoin. C'est même plus question de se l'imposer, c'est que j'en ai besoin. Ça a été quoi la cet différence, équilibre. le passage entre je me l'impose et… Eh ben, c'est devenu une partie intégrante de qui je suis, je pense. Hein. Au début, je me l'imposais parce que je savais que c'était la première année, enfin, les 16 premiers mois. Je me rappelle, on était en pleine reprise du point de vente en 2017 sur Romans-sur-Isère, et mon père m'a imposé à partir d'une semaine en vacances au mois d'août. Il m'a dit tu vas exposer, en fait, tu peux pas tenir. Et cette année-là, et en plus ayant une femme américaine à la maison qui parlait pas français, qui était seule, qui connaissait personne, c'était sport, elle était hyper bienveillante. Et du coup, je me suis imposé après, au relancement du magasin, je me suis dit il faut que je me trouve un équilibre. Parce que sinon, c'est trop facile de faire sauter la séance de sport, c'est trop facile de faire sauter ci ou ça. Je ne mange jamais au restaurant. Je sais, parce qu'on en avait parlé une fois. Je t'avais invité, j'ai compris que tu ne voulais pas aller au restaurant. Tu m'avais invité, mais c'est vrai, je m'impose aussi de ne pas manger au restaurant, mais 2 jours par semaine, je suis sur Alissas, magasin en Ardèche. Le reste du temps, je suis sur Romans, et je m'entraîne 3 fois par semaine. Ça laisse pas beaucoup de marge de Bien manœuvre. sûr. Mais du coup, c'est ma routine qui dure depuis 7 ans, mon équilibre, et voilà, qui aujourd'hui fait partie intégrante de moi. Ok. Alors, pour finir, je vais te parler d'un sujet que je ne crois pas t'avoir évoqué. On a un programme qui s'appelle Pas de plan B. Et spontanément, ça évoque quoi pour toi, pas de plan B? Ça me parle beaucoup, pas de plan B, parce que personnellement, il y a quelque chose que je ne ressens pas. Je ne ressens pas la peur de l'échec. Okay. Quand je me lance dans un projet, j'y vais à fond, et je ne me pose même pas la question d'échouer. Ça peut arriver, mais du coup, pas de plan B, ça me parle beaucoup parce que j'en ai jamais, en fait. Okay.
Alors comment tu fais quand tu dis que tu n'as pas de plan B? C'est-à-dire que tu es focus sur ton objectif? Focus sur l'objectif, je mets tout en œuvre pour faire en sorte que ça réussisse. Pas de plan B, ça ne veut pas dire ne pas adapter l'idée première. Ça, c'est important parce que automatiquement, on ne sait pas dans quel sens on peut aller. Souvent, on a une idée de là où on veut aller. Le chemin pour y arriver, il est un peu différent. Mais voilà, savoir s'adapter, c'est important. Mais non, pour moi, en tout cas, ça me parle, pas de plan B. Ok. Merci Gary pour cet entretien, ça a été super riche. Merci. Merci pour tous ces échanges. On sent une forme de sérénité, de bienveillance moi que j'ai retrouvé avec tes équipes. Donc ça fait plaisir de voir des jeunes dirigeants qui sont en capacité de s'équilibrer. Souvent, on parle de plus en plus de santé mentale dans l'entreprise. C'est important pour les dirigeants, mais aussi pour les personnes qui travaillent dans les entreprises. Et je pense que tu as conscience de ça et c'est une force incroyable. Et en tout cas, merci pour ces échanges. Je ne sais pas si tu as quelque chose de ton côté à rajouter. En tout cas, merci pour une l'opportunité. première, c'était quand même excellent. C'est top. Franchement, c'est top. J'ai passé un moment incroyable et je te remercie de ce temps que tu m'as accordé en tout cas. Merci. Merci à toi.